Rome, la Perse, la Chine des Han, bon, ça c'est des noms qui nous parlent à tous, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant qu'une puissance tout aussi énorme, un empire qui tenait littéralement le cœur du monde entre ses mains, est, tout simplement disparu des radars. Allez, aujourd'hui on part ensemble sur les traces de ce peuple, les Kangzhou, ces fameux maîtres oubliés de la route de la soie. Et voilà la question qui tue, vraiment. Comment est-ce qu'une superpuissance, une civilisation capable de tenir tête à la Chine impériale, a pu être à ce point effacée des livres d'histoire? C'est ce mystère qu'on va essayer de résoudre. Bon, alors, les Kangzhou, qui sont-ils exactement? En gros, c'était une fédération de tribus super puissantes qui a débarqué en Asie centrale au IIe siècle avant notre ère. Et le timing était parfait, parce qu'ils ont profité du déclin de l'influence grecque dans le coin pour mettre la main sur des routes commerciales absolument cruciales. Ok, pour vraiment piger ce qui faisait la force des Kangzhou, il y a un truc essentiel à comprendre, leur double identité. Ils n'étaient pas juste un peuple des steppes, ni juste un peuple des villes. Non. Ils étaient les deux en même temps. Et c'est justement ce mélange, cette alliance assez unique qui a fait toute leur puissance, que ce soit sur le plan militaire ou économique. C'est vraiment ça, la clé de tout. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a les nomades, les maîtres des steppes, des archers à cheval absolument redoutables qui vivent de leur bétail. Et de l'autre, les sédentaires. Eux, ce sont les bâtisseurs. Ils construisent des cités fortifiées. Ils développent une agriculture super riche dans des oasis grâce à des systèmes d'irrigation hyper sophistiqués. Les Kangzhou, c'était la fusion parfaite de ces deux mondes. Et c'est là que ça devient super intéressant. Leur pouvoir, en fait, il ne venait pas seulement de leurs armées. Non, il venait surtout de leur position géographique. Ils étaient pile au bon endroit. En contrôlant le cœur de la route de la soie, ils contrôlaient tout simplement le flux de richesses entre l'Est et l'Ouest. C'étaient les gardiens du péage, si on veut, les percepteurs de l'une des autoroutes commerciales les plus importantes de toute l'histoire. Et leur influence est devenue tellement grande, tellement énorme, qu'ils étaient traités d'égal à égal par l'une des plus grandes puissances de l'époque, la dynastie Han en Chine. Rien que ça. Les Chinois ne pouvaient absolument pas les ignorer. Ils étaient obligés de négocier avec eux. Faut dire qu'à leur apogée, les sources nous disent que les Kangzhou pouvaient lever une armée de 120 000 combattants. 120 000! C'est un chiffre juste colossal pour l'époque. On parle d'une force capable de rivaliser avec les légions romaines, hein. De quoi se faire respecter par tous les voisins, c'est clair. Et on a même un témoignage direct de ça, c'est celui de l'explorateur chinois Zheng Ken, un des premiers à les avoir décrits, et franchement, ça en dit long. Il dit « un peuple fier et indépendant qui ne cède pas facilement aux exigences de la Chine ». On l'entend bien, il ne parle pas de barbares ou de tribus sauvages, non, il décrit un peuple organisé, fier, parfaitement conscient de sa force, et qui n'hésitait pas à traiter d'égal à égal avec le puissant empire du milieu. Alors on a un peuple super fier, super puissant, et la question revient, mais comment est-ce qu'une force pareille a pu disparaître? C'est vraiment là que le mystère s'épaissit. Parce que, attention, leur disparition, ça n'a pas été un effondrement brutal, du jour au lendemain. C'était plutôt une sorte de lent fondu au noir, le résultat de pressions venues de partout et de grands chamboulements géopolitiques. Si on regarde la chronologie, on voit bien ce lent déclin. Au début, tout va bien. L'explorateur chinois Zhang Xian confirme leur indépendance en 128 avant notre ère. Un siècle plus tard, ils sont encore assez forts pour s'allier aux Xiongnu contre la Chine. Mais ensuite, les choses se compliquent. Au IIIe siècle, de nouveaux empires montent en puissance. Les Sassanides en Perse, les Kushan au sud. Et ils commencent à grignoter petit à petit le territoire et l'influence des Kangzhou. Et puis, au IVe siècle, c'est le coup de grâce. Les invasions des Huns blancs, les Hephthalites, qui déferlent de l'Est et brisent ce qui restait de leur unité politique. Et au Ve siècle, pouf, le nom Kangzhou disparaît des cartes. Et on arrive au cœur du sujet. Pourquoi ont-ils disparu? La réponse est, elle est plus subtile qu'on ne le pense. Les Kangzhou ne se sont pas juste effondrés. Leur disparition, c'est en réalité l'histoire d'une transformation. Une adaptation très pragmatique à un monde qui était en train de changer du tout au tout autour d'eux. L'idée, c'est celle d'une disparition pragmatique. C'est ça qui est fascinant. Les Kangzhou, c'était des survivants, pas des têtes brûlées. Face aux nouveaux empires, au lieu de se battre jusqu'au dernier, ils se sont adaptés. Ils se sont littéralement fondus dans les cultures qui les entouraient. Ils ont absorbé les styles d'architecture perse, les arts de Chine, les coutumes des tribus turques. Ils ont même adopté le bouddhisme et le zoroastrisme tout en gardant leur propre culte des ancêtres. Le résultat, leur culture est devenue un tel hybride que pendant des siècles, les archéologues qui trouvaient leurs vestiges pensaient tomber sur des ruines perses ou chinoises. Leurs traces étaient là, mais on ne savait pas les lire. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens sont en train de redécouvrir activement cet héritage. Et leurs traces, en fait, elles sont toujours là, sous nos yeux, dans des lieux très connus.
Oui, parce que les grands centres des Kangju, leurs villes, leurs forteresses, ils se trouvent juste en dessous de certaines des plus grandes villes d'Asie centrale actuelle. Tashkent, en Ouzbékistan, c'était leur cœur urbain. Samarcande, c'était leur grande porte commerciale vers le sud. Taraz au Kazakhstan aussi. Cet empire qu'on croyait perdu, il est littéralement sous les pieds de millions de personnes qui vivent là aujourd'hui. Et pour finir, la cerise sur le gâteau. Une découverte toute récente, en 2020, sur le site de Kultobe au Kazakhstan, a absolument tout changé. On y a trouvé des inscriptions qui prouvent que les Kangju avaient leur propre langue écrite, une écriture dérivée de l'araméen. Et là, d'un coup, l'image qu'on avait d'eux, celle de simples nomades un peu rustres, elle s'effondre complètement. On découvre une civilisation bien plus sophistiquée qu'on ne le pensait. Leur histoire est donc loin d'être terminée en fait, elle ne fait que commencer à être réécrite. Et ça pose une question vertigineuse, non ? Combien d'autres empires perdus comme celui-ci attendent encore, juste sous la surface, qu'on redécouvre leur histoire ?